Mesdames et messieurs, bonjour, bon vendredi matin, bonjour Stéphane. Bonjour. As-tu passé ton test? Lequel, déjà? Ben, je sais pas, le testostérone, tout le monde fait son petit pipi un peu partout maintenant. Seigneur, moi, mon taux de testostérone est élevé naturellement. Je suis comme Geneviève Janson. C'est dans mon corps. C'est dans ton corps. C'est sûrement ça qu'il va plaider, lui, là. Ah oui? Ben, c'est comme Lance Armstrong, là. Celui qui a gagné, quoi, 4-5 fois, là, qui a eu le cancer des testicules. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui croit que ce gars-là n'est pas dopé? Moi. Quoi? Oui, toi, c'est parce que t'en as jamais pris de la dope, c'est pour ça. Bon, écoute, Al-Qaïda. Ce matin, moi, ça me fait peur de voir qu'Al-Qaïda s'en vient derrière le Hezbollah, puis le numéro 2 qui appelle à ce qu'on appelle une frappe mondiale. Oui. C'est-à-dire que nous autres, le Canada aussi, on peut devenir une cible. Ben oui, la planète devient un immense champ de bataille selon le numéro 2 d'Al-Qaïda qui a émis un communiqué de presse hier, un médecin de formation qui est basé en Égypte. Nazie du 21e siècle, vous savez, la bande de Gaza, parce que encloisonner des gens comme ça et les laisser mourir dans leur dignité, dans leur âme et de les soumettre dans un état de pauvreté et de les tuer, parce qu'on en a tué à peu près 150 depuis le 25 juin, c'est un camp de concentration. C'est un camp de concentration des temps modernes, mais pourtant, personne n'arrête le premier ministre israélien pour crime de guerre. Je trouve pas que c'est l'histoire qui se répète. Personne n'en parle. Comme dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, personne parlait d'Auschwitz. Il y a une licence. Là, il y a une licence américaine. 30 000 réservistes. C'est pas pour faire la paix. Là. Non, c'est pour faire la guerre. Ça veut dire que ça va être de plus en plus grave. C'est pour faire la guerre. La frappe va continuer, va être solide. Ça va être très solide. C'est drôle, hein, on fait un procès à Saddam Hussein qui a tué 148 chiites en 82 suite à une tentative d'assassinat. Il en a tué 148, puis il va être exécuté par les Américains avec un procès. Et pendant ce temps-là, le premier ministre israélien en tue des centaines par semaine. Et lui, il a une licence américaine. Donc, c'est un free ticket, free ride. Es-tu surpris du sondage publié ce matin concernant la popularité de Stephen Harper? Ben, j'ai pas vu de chiffres en détail, mais ça ne me surprend pas. Tu vois, au Canada, 36, sa popularité est maintenant de 36 %. Le Parti libéral est à 30 et le NPD à 17. Mais quand on regarde au Québec, il a perdu 6 points. Oui. Il y a 23 % comparativement à 29 qu'il avait. Et le Bloc québécois a gagné des points à 43 %. 5 points de gagné. Le Parti libéral il est assez dans les limbes ici encore au Québec, par exemple. Donc, ça veut dire que si Michael Ignatieff réussit à prendre la chefferie au mois de décembre, ben, on risque d'avoir des surprises l'année prochaine aux élections. Peut-être que les libéraux vont être élus. Écoute, pour gagner une élection au Québec, pour gagner une élection canadienne, il faut que tu gagnes au Québec. Si tu veux gagner au Québec, ça prend quelqu'un de charismatique. Michael Ignatieff, là, mon œil. Ben, mon œil. Des petites nouvelles pour toi. Il y a beaucoup de femmes qui le trouvent très séduisant, un peu comme la Trudeau-manie de l'époque, vous vous en souvenez, mesdames, comment Trudeau était beau. On va l'élire sur sa beauté. Ben, le problème, c'est qu'en politique, l'image a plus de force souvent que le contenu. Et Michael Ignatieff, c'est un gars de contenu en plus. Beau et avec du contenu. Imagine le ravage. Oui, mais je te rappelle certains mots que tu as déjà prononcés à son endroit. Tu parlais d'un universitaire. Oui. Puis un prof d'université, c'est plate. Mais je lui ai parlé et lui, il m'a confirmé que oui, il y a un déséquilibre fiscal et que oui, le Québec forme un peuple. C'est déjà bon. Ben oui, mais il n'y a pas le choix. C'est toujours mieux que Stephen Harper. Il veut gagner. Ben, il veut gagner. Ben, on ne peut pas y reprocher de courtiser les Québécois. Le déficit fiscal, Stephen Harper, il l'avait reconnu. Oui, mais là, ça n'a rien donné à Terre-Neuve à date. Là. Ben oui, mais il n'est pas là. Non, je le sais, mais quand même. Il tire les ficelles. Tu m'avais dit qu'il y avait un chèque d'1 milliard dans sa poche de droite. Il va le sortir à l'automne. Ah, à la veille des élections. À la rencontre de l'automne. Là, il n'est pas là. Là, il aurait pu réagir. Il n'a pas besoin de réagir. C'est vrai qu'il y a ces plages du Nouveau-Brunswick. Tu as bien raison. Une journée plus tard dans les Maritimes. Hier, il y a une nouvelle qui t'a fait sursauter. Tu m'en parlais tantôt. On lisait ça sur le fil de la presse canadienne. Une nouvelle qui concerne un enfant de 12 ans qu'on accuse d'agression sexuelle. Sur d'autres enfants de 10 ans et 11 ans. Sur d'autres enfants avec lesquels il était placé. C'est ça, et ça s'est passé dans un foyer d'accueil parce que cet enfant-là de 12 ans, imaginez donc, on parle d'un enfant, on parle pas d'un jeune homme, là. Un enfant de 12 ans qui a lui-même été abusé sexuellement dans sa famille naturelle. La DPJ le retire de son milieu pour le protéger parce qu'il y avait des motifs de compromission. On l'envoie dans un centre géré par la DPJ. Il se passe des agressions sexuelles et là, on le traduit devant un tribunal. Le procureur de la Couronne accepte de lever des accusations. Est-ce qu'on
va aider ce jeune-là ou lui nuire. C'est pas en judiciarisant le dossier qu'on va l'aider. Non, Le grand fautif là-dedans, c'est la DPJ qui n'a pas fait sa job, encore une fois. Moi, je ne comprends pas qu'on s'attaque à des enfants de 12 ans. Pas du tout. Mais, mais en même temps, les victimes ou les parents des victimes, les gens qui ont vu ça se disent, pour qu'il y ait justice, il faut que quelqu'un soit accusé s'il y a eu des abus sexuels. Non, tu n'accuses pas un enfant. Tu n'accuses pas un enfant. Le grand responsable, ce sont les parents et le système qui a fait défaut. Tu n'accuses pas un enfant de 12 ans, qu'est-ce que ça va donner? Oui, mais je sais que cet enfant-là est meurtri depuis sa naissance, probablement. Moi, j'ai déjà eu un cas de DPJ à Verdun dont je vais taire la famille. Et pendant les témoignages, les enfants ont tous été abusés par le père. Okay. Et quand ils ont été placés en famille d'accueil, une des filles a abusé sexuellement. Tu sais-tu qui? Non. Le chien. Le chien. De la bestialité, mesdames et messieurs. Pauvre fille de 9 ans. La petite fille, elle avait quoi? Ouais. Elle avait 9 ans. Placée dans un foyer d'accueil. Où est la DPJ dans son rôle de soutien, de grande thérapie? Oui, mais l'enfant, c'est pas ce qu'il fait. Exactement. Bon, Donc, ça donne quoi? Ça donne quoi? J'aimerais ça attirer ton attention sur la page 40 du Journal de Montréal, parce qu'on parle beaucoup des femmes d'affaires. Il y a une photo. Je veux juste que tu me dises si tu penses que toutes les femmes d'affaires ressemblent à... Non, tu peux. Non, mais je peux-tu vous dire que cette fille-là, c'est un mannequin qui a été payé pour la photo? Là? Ben oui. Les femmes on essaie de nous faire croire que c'est ça, la femme d'affaires. Mais écoute le texte. C'est que la femme aujourd'hui, celle-là, ou la femme d'affaires, désire quelqu'un dans sa vie qui prendra soin d'elle, qui sera solidaire de leurs ambitions professionnelles, qui va se charger des corvées ménagères et qui va peut-être mitonner un bon souper pour qu'elle n'ait qu'à le déguster après une dure journée de travail. On parle-tu de moi là-dedans? Non. Ça a l'air d'être ma description. Ta description? C'est toi, ça. Puis moi, t'es un caniche. Oui, je suis un caniche de service. Dans le fond, là, c'est un caniche de service oui. qu'elle veut. Je prends tellement soin de ma femme que je lui ai demandé de quitter son emploi pour que je puisse m'occuper d'elle, la dorloter, assurer. T'es jamais là. Ben oui, mais c'est... Attends une minute. Voyons, non. Ça se peut-tu dire des niaiseries? Mais non. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Non, mais ce qu'elle veut, c'est un caniche ou une autre femme, dans le fond, là. Oh, je suis prête à tout faire, moi. Alors, en tout cas. On pourrait pas en dire autant de toi. Pour ces choses-là, non. Tu peux pas mijoter un bon repas, toi. Ah oui, je suis un excellent cuisinier. Oui, c'est quoi ton mets? Quel est ton mets que veux-tu avoir un couscous? Veux-tu avoir un pas italien? Un couscous pâteux ou des pâtes pâteuses? Écoute, j'ai déjà pris un concours avec des Marocains et j'ai gagné. Ouais? Ouais. Ah, c'est bon, parce qu'en matière de couscous, moi aussi, je suis bon, mais tout ajoute ça au IGA. Non, tout maison. Tout fait? Tout fait maison. Monseigneur Ouellet. Monseigneur Ouellet. Monseigneur Ouellet, ça c'est le cardinal Marc Ouellet à Québec. On met sa photo en page 7 du Journal de Montréal à côté du titre sur les Out Games. Et là, on arrive avec la déclaration « Le mariage gay est contre l'ordre naturel ». Comment jeter de l'huile sur le feu? Oui, puis il a dit ça à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous savez, les gens qui vont à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, s'agenouiller devant le bras de Sainte-Anne, là, vous savez, le trafic des reliques au Moyen-Âge, il y avait des bras d'animaux, des ossements de chiens, de vaches, puis le monde se prosternait devant ça. Croyez-vous sincèrement que c'est le bras de Sainte-Anne, vous, là? Il y avait 4000 fidèles, là. Il n'y a pas ce monde-là. Mais non, je ris pas d'eux autres, mais posez-vous des questions. Là. Le bras de Sainte-Anne, on s'entend que c'est pas le bras de Sainte-Anne. Non. Mais ça m'étonne que Monseigneur Ouellet commence à faire pression. C'est sûr qu'il y a une porte ouverte cet automne. Stephen Harper va tenir un débat sur l'opportunité de rouvrir le débat, puis ça passera pas, c'est évident. Mais Monseigneur Ouellet pourrait se mêler de ses affaires. Il pourrait peut-être s'occuper de la chasse aux pédophiles dans son église. Ça serait plus... il y aurait notre support là-dessus. Ah oui. De même manière, on va aller prier avec lui si vraiment il veut s'engager à les sortir. Tu sais, c'est quoi la devise? Au lieu de les cacher. La devise des pédophiles au sein de l'Église catholique, tu sais c'est quoi? C'est une phrase tirée du Nouveau Testament. « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Ah. C'est une blague, là. Ben, c'est vrai que c'est dans la Bible. Je sais que c'est dans la Bible. Ça, c'est la devise des pédophiles, ça. On va parler de sexualité. On va parler de sexualité pour les Hard Games. As-tu vu ça? Ben oui. Les petits gars qui vont faire les Comment les petits gars? Pourquoi tu dis les petits gars? Écoute-moi bien. Les pédophiles, pas les pédophiles, mais les homosexuels... Ah, regardez le préjudice, encore une fois. Toi, tu fais un lien entre l'homosexualité et la pédophilie? Non, mais dans certains cas, ça peut être Tu sais que la majorité des pédophiles arrêtés sur la planète, c'est des straights? Je le sais. Mais les gars qui viennent en ville et qui se cherchent des prostituées mâles, là, ils cherchent quoi? Des vieux?
Bon, j'avoue que des vues, c'est pas très excitant. Là, Bon, des jeunes gens, des jeunes FM. C'est ça, c'est ça. Alors, et là, il augmente les prix pour la période. Oui. Apparemment que la pipe va doubler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, la fellation passe de 40 à 100 $. La fellation rapide en automobile. Ça se fait dans... Mais là, c'est du racolage. C'est du racolage de rue. Les policiers le savent très bien. Les policiers observent ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a pas grand-chose à part taxer. On pourrait taxer. Oui, mais il n'y a rien à faire. Une taxe d'amusement. Ça serait bien. Les villes peuvent imposer des taxes d'amusement. Non, mais comment tu veux qu'on traite ça? Montréal est une capitale de sexe. J'entendais un reportage là-dessus. C'est pas non seulement la San Francisco de la côte Est, mais c'est rendu le nouveau New York, parce que tu vas à New York aujourd'hui, c'est tellement plate, il n'y a rien à faire. Non, ici, mais maintenant, Montréal, ça commence. Non, ça commence pas. Tu trouves de tout. Parce qu'on a une forme de tolérance. Nos policiers ne font pas ce qu'on appelle des grandes opérations là, pour mettre fin à la prostitution. On s'entend-tu que c'est pas les crimes les pires là, qu'on devrait consacrer de l'argent. Je le sais très bien, mais on est devenu une capitale de sexe. Oui. L'Amsterdam de l'Amérique. Pourquoi pas? Moi, ça me gêne pas. Ça te gêne pas? Pas du tout. Que tout le monde moi, je pense qu'on devrait... avec l'idée de on peut se pogner, c'est à peu près tout ce qu'on veut. Écoute, on devrait légaliser la prostitution, faire des quartiers définis et tout ça, comme c'est le cas dans d'autres pays. La preuve, c'est que les gens vont au Nevada, c'est pas pour aller jouer au casino, le 3/4 du temps à Las Vegas, c'est pour aller dans un bordel. C'est un État qui légalise les bordels et qui taxe et qui contrôle au niveau de la santé et de la sécurité. Oui, OK. Parlant de... Si on ferait un sondage parmi les artistes et les vedettes et la communauté journalistique, quels sont ceux qui n'ont pas profité un jour ou l'autre de ce qu'on appelle l'amour tarifé? L'amour tarifé. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà expliqué ça l'année dernière. Tu sais que c'est la capitale des clubs échangistes, Montréal. C'est comme Paris, là. On a quoi, 15 clubs échangistes au moins, à peu près? Tant que ça? Ben oui. Ah, depuis surtout la décision. C'est légal. Mais dans le reste du Canada, il doit y en avoir. Ouais, chez les Anglais, tu sais, qui sont blêmes de nature, ils sont pas très ouverts là-dessus. Les autres, ils font ça dans le garde-robe. Ils sont plus hypocrites. Mais ils font quand même. Oui, mais dans le garde-robe, ils aiment ça quand c'est tassé. Il n'y a pas les grands espaces. Bon, ce matin, mesdames et messieurs, on va vous parler de nos Autochtones. La première page du Journal de Montréal, pas de loi anti-tabac à Kahnawake. C'est-à-dire que les gens qui aiment les bingos pleins de fumée ou qui aiment jouer au bingo en fumant n'ont qu'à traverser le pont Mercier pour se rendre à Kahnawake. Et on fait toute la publicité en disant au monde, le titre est simple, « Here you can smoke ». Here you can smoke. Ça s'appelle un passe-droit parce qu'on sait très bien que la police du tabac qui est dans tout, qui fait le tour des restaurants, elle n'ira pas là. Non, parce que ça, les enclaves amérindiennes, les villages amérindiens, les réserves sur le territoire du Québec sont exempts de la police, sont exemptés de respecter les lois du Québec. C'est-à-dire, sur un plan purement juridique ou du droit constitutionnel, je ne crois pas qu'une législation québécoise s'applique en territoire amérindien de juridiction fédérale. Je pense que le débat s'arrête là. Mais la police devrait nous le dire, au lieu de nous faire croire que ça fait 5 ans qu'elle examine le dossier du tabac et on ne sait pas si on peut aller arrêter le commerce des cigarettes à plumes. Tu as raison, Richard, de dire que la police devrait nous le dire, mais si elle le dit publiquement, ça vient d'ouvrir la porte et on crée un précédent et il n'y a pas de dossier. Quand ça sera devant les tribunaux trancheront, mais moi, personnellement, je suis d'avis que la loi ne s'applique pas. Parce que c'est de juridiction fédérale. Oui, mais ça devient discriminatoire pour tous les autres commerçants. La seule solution pour régler le dossier, c'est qu'on abolisse la loi sur les Indiens, qui est archaïque, qui crée des citoyens de seconde classe, et qu'on s'assoie ensemble avec la communauté amérindienne, et comment on règle le problème une fois pour toutes. Oui, mais on ne pourra jamais, ça va virer en guerre civile. Pourquoi? Québec l'a fait dans les années 70, la Convention de la baie James et du Nord-Est québécois, oui, bien, avec les Two Rivers et compagnie. Ça a été réglé. Oui, c'est réglé, ils ne sont pas encore en train de quémander par-dessus ça. Non, toi, tu parles de Bétiamite, c'est différent. Mais en général, ça a été pas mal réglé. Moi, j'ai négocié avec les CRI de la baie James pour les commissions scolaires du temps de Garon. On a eu des belles relations, ça a toujours bien fonctionné. Je veux pas qu'on fasse du bashing sur le dos des Amérindiens. Qui leur donne les privilèges? Je regrette. C'est sûr que ça va toujours bien fonctionner si tu leur donnes tout ce qu'ils demandent. Non. Ben non. Qu'est-ce qu'on leur a enlevé? Qu'est-ce qu'on leur a enlevé? Oui, on va retourner dans l'histoire. On leur a enlevé leur terre, on leur a enlevé leur habitat, on les a soumis dans un état de pauvreté. Pourquoi ils sont devenus alcooliques, tu penses, sur le BS? C'est parce qu'on les a parqués dans des réserves, parce qu'on était racistes, parce qu'on faisait de la discrimination. C'est de notre faute. Bien, certain que c'est de notre faute. C'est de la faute des citoyens du Québec et du Canada s'ils sont comme ils sont aujourd'hui. C'est de la faute de la colonisation européenne, oui. Absolument. Quand tu arrives tout d'un pays étranger, puis tu fais comme les Juifs, tu dis aux Palestiniens, tasse-toi de là, c'est mon pays. On a fait la même chose dans le temps, mais dans le temps, il n'y avait pas d'observateurs internationaux, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Puis après, on se demande pourquoi ils se suicident en sniffant du gaz, après.
T'en souviens, là, de sa Côte-Nord, dans Oui, le coin mais, du Labrador? quand tu vis, quand David tu côtoies, Inlet. tu sais, tu côtoies des réserves. Il y en a dans la ville de Québec, il y en a dans le bas du fleuve, il y en a sur la Côte-Nord, il y en a ici autour de Montréal. Quand tu vis autour de ça, et que tu vois les privilèges... Oui, dont ça engendre des frustrations. Ben mais oui. qui les crée, ces frustrations-là? C'est les gouvernements blancs qui n'ont pas eu le courage de régler le problème une fois pour toutes. Comment tu veux régler le problème de la loi sur le tabac dans les casinos puis dans les bingos? Envoie un inspecteur, ça se ramassera devant la cour, hey, ils vont gagner. Jamais de la vie, il va se faire lyncher sa place publique. Voyons donc. Ben non, les gars de la c'est Sûreté du Québec, avec leur bazooka, ont peur de rentrer dans... Parce qu'on a laissé pourrir le problème depuis des générations, c'est tout. Moi, les Warriors qui apparaissent, là, ça me choque, moi aussi, mais ça me surprend pas. Ça me surprend pas. On leur a laissé toute la corde nécessaire. OK. Bon, la question qu'on vous pose ce matin porte là-dessus. On veut savoir surtout si vous vivez autour des réserves, surtout si vous avez eu des expériences comme celle-là, on veut juste savoir si vous trouvez que les Amérindiens ont trop de passe-droits. Est-ce que les Amérindiens, chez nous, au Québec, ont trop de passe-droits? Quand vous voyez que la police n'y va pas pour régler le problème du tabac, pour régler le problème de la fumée, de la loi anti-tabac, et pour les autres affaires, des armes, tout ça, ça passe par là. Alors, les Amérindiens ont-ils trop de passe-droits? Vous pouvez commencer tout de suite à nous téléphoner. Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, 1-877-790-3535. Ou encore, écrivez-nous par courriel à www.tqs.ca. Avant de prendre des appels, on va avoir avec nous un invité qui est M. Bernard Cléry, qui est consultant autochtone. C'est un ancien député du Bloc québécois, un spécialiste qui était le critique sur les affaires indiennes au gouvernement, au Parlement canadien pour le Bloc québécois. M. Cléry est en ligne. Bonjour, M. Cléry. Bonjour. Quand vous voyez une première page comme celle de ce matin, où est-ce qu'on démontre que la loi anti-tabac n'est pas respectée dans les établissements de la réserve de Kanawake, est-ce que c'est pas pour vous qui regardez ça de plus près, qui avez peut-être une compréhension meilleure que la nôtre, est-ce que c'est pas de la provocation en soi? Ben, moi, je vais vous dire ce que ça me dit à moi personnellement, c'est que les gouvernements n'ont pas assez d'épines dorsales pour appliquer leur loi. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as pas le droit, OK, même si c'est une réserve, OK, de contredire une loi du Canada, OK, qui peut amener à la criminalité parce qu'ils peuvent être condamnés. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me dis, si le gouvernement, les gouvernements ou le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, qu'on arrête de blâmer les Autochtones en disant, comprenez-vous, que les Autochtones ont des privilèges, les Autochtones ont ci, les Autochtones ont ça. Les Autochtones sont comme tous les gens du monde. OK? Ils essayent aussi d'exagérer de temps en temps et il faut qu'ils soient remis, OK, sur la bonne voie, OK, en leur faisant comprendre très clairement que ça ne sera pas toléré parce qu'il n'y a pas de Canadiens. On ne tolère pas ça des autres Canadiens. Mais M. Cléry, on s'entend que la loi concernant l'interdiction de fumer, c'est pas une loi canadienne, c'est une loi d'une province. Ça s'applique pas nécessairement jusqu'à date, les provinces sont encore dans le Canada. Là. Okay, oui, je sais, mais quand même, Monsieur Cléry, vous avez été parlementaire au fédéral. Vous savez que les Indiens sont de juridiction fédérale. Au niveau de la loi sur les Indiens, le Québec n'a aucun pouvoir sur une réserve. Aucun. Le Québec a aucun pouvoir. Le Québec, il n'y a pas besoin d'avoir de pouvoir là-dedans, comprenez-vous? Parce qu'en réalité, c'est des lois québécoises et canadiennes qui devraient s'appliquer et qui s'appliquent. Écoutez, vous avez vu des tas d'Indiens condamnés, OK, à partir de lois du Québec ou des lois du reste du Canada, aller en prison. Oui, en vertu du Code criminel. Si on entend, le Code criminel, c'est une loi fédérale, mais la loi 101 n'est pas appliquée sur les réserves, la santé et services sociaux n'est pas appliquée sur les réserves. C'est une juridiction fédérale. Comment est-ce qu'on peut appliquer une loi provinciale dans un territoire étranger? C'est pas un territoire étranger, c'est pas reconnu comme un territoire étranger au Canada. Au niveau constitutionnel, oui. Non, c'est reconnu comme un territoire canadien, OK? Constitutionnel. Mais la loi anti-tabac est une loi provinciale. Oui, quand même, c'est une loi provinciale, OK? La province, OK, a droit de faire appliquer ses lois sur une réserve. Ah oui? Bon, qu'il l'applique, bien sûr, oui. Mais pensez-vous que la province a peur de faire appliquer la loi parce que ça pourrait dégénérer en bain de sang?
Les histoires de bain de sang, arrêtons de faire peur au monde, là. Les histoires de bain de sang, on a utilisé ces phrases-là, choc inutilement, et ça a donné comme conséquence qu'aussitôt qu'il se passe quelque chose de travers sur une réserve, et Dieu sait s'il s'en passe, là, OK? Aussitôt qu'il se passe une chose de travers sur les réserves, il n'y a pas personne qui veut poser des gestes parce qu'ils ont peur du bain de sang. Voyons donc. Ça, vous avez raison là-dessus, c'est vrai. Il y a une peur énorme. Ça, ben oui, mais à chaque fois, ces gens-là ont le droit de se présenter à la face du monde avec des armes dans les mains en disant « je protège mon territoire ». Des armes qu'aucun citoyen ne pourrait sortir sur la rue alors qu'eux, ils se promènent puis ils bloquent des routes avec ça. Ben, on a laissé pourrir la situation. On a raison d'avoir peur au bain de sang quand on voit ça. Ils n'ont pas plus le droit que les autres. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi ils n'ont pas plus le droit. C'est pas parce que, OK, il y a quelques warriors à quelque part, comprenez-vous, qui aiment bien ça montrer qu'ils sont forts parce qu'ils ont des armes dans les mains, que c'est permis. Pourquoi qu'on tolère ça? On n'a pas besoin de tolérer ça en réalité. Est-ce qu'il y a une façon, M. Cléry, de régler le problème par la négociation ou par... comment est-ce qu'on pourrait régler ça, d'après vous? Ben, comment qu'on pourrait régler ça? Les gouvernements, OK, ils ont des possibilités de discuter, OK, avec les Autochtones. Ils attendent toujours qu'il arrive une crise pour aborder ces sujets-là. C'est pas juste avec les Autochtones. Ça prend une crise pour régler des problèmes. Bon, ben, donc, partons de ça, là, OK, mais puisqu'on parle des Autochtones, mais ça prend une crise pour régler des problèmes. Donc, si les gens attendent les crises, c'est sûr que pendant une crise, c'est toujours difficile de régler les problèmes. Si, par exemple, ces questions-là étaient abordées correctement dans des négociations, j'en ai fait des négociations, moi, OK? J'ai négocié des ententes qui s'appliquent présentement et qui causent pas problème. OK? Donc, pourquoi? Parce que les partis ont accepté ce que c'est qui était négocié et ça se faisait comme toute négociation normale, pas le bon père là, qui impose à ses enfants, OK, des conditions. Donc, ce qu'on prône depuis longtemps au niveau autochtone, c'est d'arriver à s'entendre et à appliquer des choses que tout le monde va être satisfait. Tu sais, quand t'as une commission royale, OK, qui vient après 52 millions de dépenses, de recherche, puis de ci, puis de ça, dire que les Autochtones sont les pires, les Canadiens les plus maltraités. OK, puis ça, la Commission royale, c'était pas un groupe autochtone qui organisait ça, c'était le gouvernement. Qu'on arrive avec ça, et qu'on dénonce tout ça à grande page, là, OK? Donc, et qui se fait rien. Amener jusqu'à date, ça fait depuis 90 que c'est sorti. C'est un génocide. Il ne fait rien de sérieux pour trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Comment voulez-vous? Il arrive des crises, puis c'est pas fini, hein. Je voudrais pas jouer au prophète de malheur, là, mais c'est pas fini. Parce qu'il y a eu des choses, on le disait tantôt à votre émission, il y a eu des choses qui ont été imposées aux Indiens qui étaient abominables. Et aujourd'hui, on se pose la question. Se poser la question, pour moi, c'est du abominable. OK? On se pose la question que les Indiens sont le mieux favorisés, OK, des Canadiens. Donc, je me dis, voyons, il y a tout de même quelque chose qui marche pas. Mais c'est facile de dire ça, ils ne payent pas de taxes. Juste ça pour l'ensemble des Canadiens. Non, mais payer pas de taxes, mais quand tu es bourré de préjugés, puis tu es maintenu dans la pauvreté, puis parqué dans des réserves. Parlons-en donc. Non, mais ils ont accès à l'école, là, quand même. Non, mais je le sais, on part de loin. On part de loin. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Ils ont été abusés sexuellement dans combien d'endroits? Je te dis, moi, que la Commission royale a mis 52 millions pour étudier le dossier. OK, puis ils sont arrivés à des choses énormes, et puis il n'y a rien qui se fait dans ce sens-là. Monsieur Cléry, merci beaucoup. Moi, je vous dis une chose. Et les Autochtones, je le sais, moi, j'ai été dans les débats depuis 40 ans. Puis les Autochtones, non, il faudrait mettre de temps en temps les Mohawks, OK, de côté. Les Mohawks, c'est pas les Indiens. C'est une nation indienne. OK. Merci beaucoup. Je dois vous arrêter là-dessus. Merci, M. Cléry, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. Les Amérindiens ont-ils trop de passe-droits? On prend vos appels tout de suite après la pause. OK, non, mais... Oui, ça n'a pas
pas son nom. On ne Non, dira non, pas ça. on a des petits secrets, Richard et moi. On a un premier appel à Saint-Constant, ou de Saint-Constant. C'est quelqu'un qui doit être pas mal proche de Kanawake. Marcel est en ligne. Bonjour. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Donc, félicitations à votre programme. Merci. Comme vous savez, j'habite à Saint-Constant. Puis, il y a déjà à peu près 2 ans, au débat du soir à TQS, il y avait un ministre, je crois que c'est le ministre des Affaires indiennes, qui a déclaré à pleine télévision qu'il n'y a pas de cigarettes de contrebande. J'ai essayé, j'ai téléphoné à TQS moi-même. J'ai dit, Monsieur le ministre, j'ai pas pu rejoindre personne, naturellement. J'ai dit, Monsieur le ministre, je suis prêt à vous payer le taxi pour que vous embarquiez dans le taxi, puis venez jusque chez moi, que vous comptiez les petites cabanes de cigarettes du Pont-Mercier à Saint-Constant. Moi, j'en ai compté cette semaine 26. Ah, sur la réserve au complet, puis c'est vrai, je passe là toujours, il y en a 400 à peu près sur la réserve. Je trouve ça épouvantable. J'ai été hier, même par curiosité, c'est sûr que des amis veulent des cigarettes, en tout cas. Et puis ce qui m'a frappé le plus, c'était la boisson. Il y avait je crois que c'est de la vodka, whatever. J'ai dit, vendez la boisson. Elle dit, j'ai dit, combien ça? Elle me dit 18 $. J'ai dit, ah oui. Elle dit, oh, monsieur, elle dit, mieux que ça. Elle dit, j'ai des galons. Elle me dit, galons. Puis elle me dit le prix, je m'en souviens pas. Mais comment ça se fait-il? Il dit, oui, 2 lois, 2 mesures. En passant, moi, je viens de les Atikamekw. Je vais vous conter une petite histoire comique. Un monsieur qui est un contremaître d'Hydro-Québec. Comme vous savez, un contremaître d'Hydro-Québec, il gagne de gros argent. Pour moi. En principe, il gagne bien sa vie. Il a un bon salaire. Ouais. Le monsieur, il est autochtone. Et puis, en plein été, en plein hiver, avec le skidoo d'Hydro-Québec, l'habillement d'Hydro-Québec, tout, mais juste sa carabine à lui, qui a été tiré d'un orignal. Les gardes-chasse l'ont arrêté. Le monsieur, pour sa survie, il avait le droit. Il avait le droit? Oui, il avait le droit pour sa survie de tuer son orignal en plein hiver. Puis ça, je vous parle en connaissance de cause. Marcel, oui, mais il dit la pêche, la chasse, casino, bingo, cigarettes, alcool, des armes, ils ont le droit. Mais moi, j'ai une question pour vous, messieurs, Richard et Marcel. Non, mais j'ai une question pour vous. Vous allez me répondre franchement. Qui va jouer au bingo et qui achète les cigarettes? C'est exact. C'est les Québécois. Ouais. Oui, je sais, ma copine... Complice coupable par association. Exact. Mais écoutez, c'est 2 poids, 2 mesures. Moi, quand je vais là, j'ai l'impression que je m'en vais dans un autre pays. Je vais en Ontario. J'y étais encore dernièrement. Puis c'est pareil. Je rentre ça premièrement à ma langue. Ils s'en foutent comme dans la gare. Ils me répondent en anglais. Puis des fois, je fais exprès, je sors. Je suis bilingue. On est tous bilingues, presque les Québécois. Est-ce qu'on est plus intelligents que les Anglais? Bonne question, hein? Alors, j'ose pas y répondre. Je sais que vous n'avez pas le droit d'y répondre. Mais moi, j'ai remarqué que les Français parlaient anglais, non pas les Anglais parlaient pas trop. On va pas le parler politique. Mais, encore une fois, puis on se laisse faire. C'est ça que je comprends pas. Regardez l'histoire de 90. Rien que l'histoire qu'il y a eu ici en 90, là, que le ministre Ryan qui a dit que des Warriors ne sauvaient pas en avion. Nous, on les voyait passer au-dessus de nos têtes à 10 heures le soir. C'est quoi ça? Merci, Marcel. Merci, Marcel. On va aller à un autre appel à Granby cette fois. Suzanne, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, je suis demeurée en Floride pendant 28 ans de temps. On est revenu à la fin de 2004 ici au Québec. Ah oui? Les Indiens en Floride vendent des cigarettes légalement. Et à Hollywood, la réserve d'Hollywood, je pense qu'il n'y a pas un Canadien qui va en Floride qui ne connaît pas ça. Ouais. Ils ont des bingos qui sont légales. Puis vous n'avez pas un seul Indien sur le bien-être social en Floride. Ouais. Ils se sont construits un centre de quartier général avec un hélipad sur la couverture. Ça a coûté 9 millions. Quand ils ont ouvert ça, ils ne devaient pas une scène à personne. Ouais. Si on laissait faire les Indiens un peu gagner leur propre argent ici, peut-être que ça coûterait moins cher au Québec aussi. Oui, mais c'est parce qu'ici, ils ne voudront pas abdiquer sur les sommes d'argent qu'on leur donne en échange du droit de faire de l'argent. Mais regarde, là, je vais t'en parler, moi, d'un beau projet. Les Cris de la baie James veulent ouvrir un grand parc d'éoliennes avec une entreprise ontarienne, puis Hydro-Québec veut pas, alors que ça pourrait comme Suzanne le dit, ils seraient financièrement autonomes. On n'aurait même plus besoin de leur donner d'argent, puis Hydro dit, c'est juste moi qui vends l'électricité. Ouais, c'est ça. Le gouvernement prend le monopole ici. Ouais. Et puis, ils ne veulent pas laisser rien aux Indiens, mais par contre, tout le monde se lamente, tout le monde chiale. Alors, on les fait vivre, on leur dit. Des crises d'Indiens, vous n'entendez pas parler de ça. Alors, regardez dans le Connecticut, dans l'État de New York, ils ont leur propre casino. Je n'entendais pas parler des Indiens sur le bien-être social. Je n'entendais pas parler de crise comme il y a ici, de guerre, entre les Indiens et les Blancs. Ils font leurs propres affaires, ils vivent de leurs propres moyens. À la fin de l'année, qu'est-ce qu'ils font? Les Indiens, c'est publié dans les journaux en Floride. Ils divisent les profits qui restent à chaque membre de la tribu. Alors, si vous êtes une famille, vous avez 4 enfants, vous êtes donc 6 membres de famille,
les profits deviennent 7 000 par personne, vous avez 6 fois 7 000 à la fin de l'année. Oui, une ristourne. Ouais, mais chez nous, merci Suzanne, mais chez nous, ça serait difficile à faire parce que j'ai comme l'impression que le monde criminel amérindien est déjà en charge de tout ça, puis tu aurais de la difficulté à lui retirer ces argents-là en disant on va le redistribuer dans la communauté. Moi, j'ai lu un article dans le Times il y a 2 ans sur la question des casinos dans les réserves américaines aux États-Unis, puis dans le Midwest, là, c'est une petite mafia qui contrôle les casinos amérindiens. Là, le pauvre monde, sont pauvres encore. Pour nuancer un peu. OK. Québec, maintenant, on va aller rejoindre France. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je suis pas pour ça en disant que les Autochtones ont trop de passe-droit. Je pense qu'on parle tout le temps d'une minorité. Et bon, je pense qu'il y a autant de Blancs qui peuvent avoir des problèmes ou qui sont pas corrects comparés aux Autochtones. Je vis avec un Autochtone, puis si vous savez tout ce que je peux entendre, des fois, les gens sont... Racistes. Sont très, très racistes, sont bornés, ils vont être pas autre chose que les Indiens, l'alcool, la contrebande, vous payez pas les taxes, mais c'est pas la réalité partout, là. Parce que nous, on vit pas sur une réserve, puis les taxes, on les paye. J'ai un ami amérindien, moi, qui reste à Harford, puis il paye ses taxes, c'est retenu à la source. C'est il vit comme nous autres, là. C'est bien sûr que dès que tu sors de la réserve, tu perds un certain nombre de privilèges. Oui. Puis tu sais, vivre dans une réserve, là, c'est pas rose non plus, là. Mais il faut être conscient quand même qu'il y a, dans ce domaine-là, le phénomène aussi du tabac illégal, du casino qui est illégal, du bingo qui est illégal. Je vis à Québec, puis j'en connais des gens qui vendent des cigarettes à plumes, comme on appelle. C'est pourtant pas des Autochtones, là, c'est des Blancs. Là. Oui, ils vont les acheter de qui? Oui, mais pourquoi ils vont les acheter? France a raison. Les traités ancestraux disent, oui, les Amérindiens, ils ont un free ticket pour l'alcool, le tabac pour leur propre consommation. Ouais. Bon, mais si les Québécois arrêtent d'aller en acheter, ben ça va se ramasser avec leur propre consommation, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a des usines pour produire pour la planète entière à Kanawake. Parce que les Québécois en achètent, puis les Canadiens, puis on a des Soulons parmi les Québécois en passant qui vont tanker là-bas. C'est ça. Sauf qu'on entend toujours parler des Autochtones et non des autres. Ouais, puis allez, là, faites un petit test. Moi, je mets tout le monde au défi. Allez sur la réserve de Kanawake, là, c'est pas un palais. Faites la route 209 du Pont-Mercier jusqu'à Saint-Rémy, Saint-Isidore. Vous allez voir les shacks de pauvreté qu'il y a là-dedans. Puis allez sur la réserve Ouassat à Sept-Îles, vous allez voir que c'est pas mieux non plus. Bon. D'accord. Merci beaucoup, France. Merci, France. On va faire la pause. Je vous donne la question une autre fois. Les Amérindiens ont-ils trop de passe-droit au Québec? Une couple de petits courriels. Oui, j'en ai un ici rapidement. Un jeune homme de Val-d'Or, 17 ans, signe anonyme, mais quand même un courriel bien intéressant. Selon moi, les Amérindiens ont trop de passe-droit, même si M. Gendron dit qu'on les a chassés, que nous avons été racistes. Je crois qu'ils n'ont pas d'affaire à avoir plus de droits. Passons à autre chose. Je suis d'accord que ce n'était pas correct à l'époque, mais il faut tourner la page. Et là-dessus, il a raison. Mais qui va avoir le courage de tourner la page? Tourner la page, ben, ouais, c'est ça. Regarde ici, Luc, qui habite à Sainte-Catherine, juste à côté de Kanawake. Il dit la situation idéale serait d'abolir les réserves. Mais il dit une autre façon d'abolir, ça serait de prendre le contrôle, ça serait d'abolir les subventions du fédéral pour ceux qui ne respectent pas les lois et les règles de la majorité, tant provinciale que fédérale. Parce qu'il dit, normalement, l'argent, c'est un moyen assez efficace de faire entendre raison aux gens. Mais les réserves, là, fonctionnent. Si tu municipalises les réserves, moi, je pense qu'on devrait quand même leur garder leur budget et leur autonomie. Ils gèrent leurs hôpitaux, leurs écoles, les centres communautaires. Et tu sais-tu quoi? C'est de toute beauté voir ça. Et ça marche. Moi, je suis allé à Kanawake, j'ai vu toutes leurs institutions, les écoles, les hôpitaux. C'est magnifique. Ils ont leur système d'ambulance. Moi, je rêverais d'avoir ça chez nous comme maire. Je rêverais. Ça, c'est de la vraie autonomie, ça. Bon, OK. Très bien géré. On va prendre un appel à Port-Cartier cette fois. Guy à Port-Cartier, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. J'adore votre programme. Je suis un nouvel adepte. Ouais. Puis moi, je reste près d'une réserve, cette île, réserve Ouachat et Mayotanam. Oui. Puis pour répondre à votre question, je trouve qu'ils ont trop de droits comparativement à nous. Nous, des fois, on se promène, tu sais, on peut passer dans la réserve, puis on voit, ils n'entretiennent pas le terrain qui sont payés par le gouvernement. Tu sais, les maisons sont payées par le gouvernement. Puis moi, personnellement, je connais un ami à cette île qui est contracteur. Il remonte les vidanges avec les trucks de vidange. Puis il a perdu son contrat cette année parce que les Indiens, eux, ils ont le camion pas de taxes. Ils payent pas de taxes sur le fuel. Ils payent pas de taxes sur rien. Fait qu'ils sont capables de se missionner beaucoup plus bas. Puis ils remontent pas juste sur la réserve, ils remontent dans la ville de cette île. Compétition.
anormalement faite par de la subvention. Tu sais, le gouvernement laisse le monde compétitionner avec des privilèges comme ceux de... Ben oui, mais on donne aussi des crédits de taxes aux agriculteurs pour leur fuel, là, puis il n'y a pas personne qui... Ben oui, mais mets-toi à la place du gars qui s'est acheté des camions, qui a payé des taxes dessus, qui est obligé de mettre... C'est à qui la faute, là? C'est à qui la faute? As-tu une alternative pour le gars qui a sa business dans le camionnage? Non, mais regarde, là, tu réponds en politicien. Je te demande à qui la faute? Toujours bien pas aux contracteurs amérindiens qui ont reçu le bénéfice des Blancs. Voilà. Ben, peut-être qu'on devrait lui interdire de faire du commerce à l'extérieur de la réserve en appliquant les privilèges. Ben oui, mais c'est qui dit que les règles de soumission d'appel d'offres publics, c'est pas les Indiens, c'est les Blancs? Oui, c'est bien. Ah, Seigneur que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est les Blancs le problème, savez-vous? C'est ça le problème. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est nous autres qui les subventionnent, sauf qu'ils peuvent, rester dans le... je suis d'accord, peut-être que... Au fond, qu'ils restent dans le cochon puis qu'ils nous achalent pas? Non, peut-être que nous autres, on les a parqués dans les réserves puis tout ça, mais là, le gars, maintenant, il y en a d'autres qui se sont fait conquérir puis ils ont posé par-dessus, là, tu sais. On voit ça avec la Palestine. Merci, Guy, de votre appel. Merci, Guy. À Montréal, maintenant, Félix, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, là, le monsieur vient de parler que les Indiens à Maliotenam, je suis allé justement à Maliotenam et puis ça m'a amené à discuter avec beaucoup de gens là-bas, des jeunes, des vieux. Et puis l'affaire d'entretenir son terrain ou pas, regardez une belle pelouse toute droite, toute verte, c'est un trip de blanc, c'est un trip de Oui, comme la banlieue à Terrebonne, il abrille la pelouse l'hiver. Faut être... ouais, ben c'est justement, moi je trouve que c'est une question qui se pose même pas. Regardez, on les a volé leur terre, on a volé leur culture, on a interdit de pratiquer leur culte. Et puis... vous avez une nation sans culture, qui a perdu sa culture, ses racines, c'est comme un arbre déraciné, ça pourrit là. C'est sûr que là, qu'est-ce qu'on voit sortir de l'arbre pourri, c'est des petites feuilles qui repoussent. Ils se débattent dans l'eau bénite, comme on peut dire, parce que c'est pas leur système, c'est pas leur manière de vivre. Et puis, c'est ceux qui profitent au maximum des seuls droits qu'ils ont pour se sortir de là. Ah, mais nos droits, nous autres, il faut qu'on en ait quand même. Ils ont Richard, là, viens pas me faire pleurer un matin qu'on t'a enlevé des droits. Non, on prend une partie de mon chèque de paye pour ça. Ben oui, puis il y a 300 000 BS, on prend une tortue de notre chèque de paye, puis on le donne aussi. Vous savez, monsieur, on est au nord de l'Amérique, on est des Nord-Américains. Des droits, on en a en masse, on peut voir ça à l'échelle mondiale. Regardez, juste vous donner un exemple un peu cru, on chie dans l'eau potable, puis on s'en rend pas compte. Cette eau potable-là, on l'a volée il y a des milliers, des centaines d'années. C'est des personnes qui étaient sans défense, qu'on a inculqué des valeurs qui n'étaient pas les leurs. Oui. Oui, on récolte les fruits aujourd'hui, c'est épouvantable, tu sais. Question de la criminalité. Moi, j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi, je vis toujours à Montréal-Nord. De la criminalité, j'en connais en masse, des gangs de rue, des criminels, j'en connais en masse. C'est pas tout du monde qui font ça pour mal faire. C'est du monde qui se débat, que c'est la seule issue qu'ils voient, ils ont grandi là-dedans, c'est la seule affaire qui leur reste. Regardez, là, il y a 2 jours, il y a eu une manif d'Autochtones dans la région de Gatineau, Ottawa. Oui. Ils veulent créer une nouvelle organisation des gens qui vivent hors réserve. Taux d'alcoolisme plus élevé, taux de suicide plus élevé, pas de débouchés. Pourquoi? Parce que Christy, comme il dit, c'est quasiment une culture depuis 10 générations qu'on les a enfermés là-dedans. L'alcoolisme, par exemple, c'est juste un résultat, c'est ce qui reste de la technique d'assimilation qui dure toujours aujourd'hui. C'est les dernières branches qu'on voit de ça. OK. Merci Félix de votre appel. Salut. On va aller retrouver Jean-Luc Lavallée à Québec pour connaître le sujet du Grand Journal à midi aujourd'hui. Bonjour Jean-Luc. Bonjour messieurs. Alors, ce midi. On vous parle des récidivistes de l'alcool au volant qui s'en tirent fois après fois. On a un autre beau cas là, sans espoir aujourd'hui. Je sais pas qui, là. Marcotte, Stéphane Marcotte. Exactement. Un homme de 39 ans de Montréal qui va avoir sa sentence ce matin au Palais de justice de Québec. Il en est à sa 9e récidive. Oui, mais attention, depuis 2004 qu'il n'avait pas bu, c'est une rechute, il faut le comprendre. Effectivement. 5 bières en 3 quarts d'heure, faut le comprendre. Ah, c'est pas pire. J'en connais des pires que ça, moi, du temps que je t'ai étudié. Ouais. Hey, puis sa conjointe qui vient compter ça, là, elle dit « Je suis parti 40 minutes, c'est la première fois depuis 2004. » Ça, c'est la 9e fois, mais c'est pas rare. Les 15 puis les 16e fois, on a déjà vu ça. Oui, puis il y avait 9 grammes de potes aussi sur lui. Mais c'est pas grave pour le juge. J'ai hâte de voir ce que j'ai hâte de voir ce que le juge va faire, parce qu'entre toi puis moi, là, habituellement, faut qu'il tue avant. Mais on fait quoi avec ces gens-là? C'est la question qu'on pose ce midi au Grand Journal. On vous propose 4 choix de réponse. Quoi faire avec les récidivistes de l'alcool au volant? Alors, l'emprisonnement, les amendes salées, la suspension de permis ou le fameux antidémarreur qu'on installe dans les véhicules. OK. Moi, je prendrais toutes ces réponses. Je pense qu'ils ont droit à tout ça. Merci, on vous écoute. Merci, au revoir. Je vous rappelle la question qu'on pose aujourd'hui. Les Amérindiens ont-ils trop de passe-droit?
bien. Éric à Joliette dit, c'est pas de notre faute si les Amérindiens ont échangé un 41 de baboche contre le Canada. Puis de toute façon, ça fait, depuis ce temps-là, ça fait plusieurs fois qu'on leur a remboursé leur pays. Comment tu vois? Mon Dieu, mais c'est parce que j'ai été estomaqué par un courriel ici. C'est pour ça que j'ai pas le cerveau clair. Je vais vous lire. Anne-Sophie, notre fanatique. Oui, le cerveau lent. Anne-Sophie de Saint-Cuthbert. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour à tous. Stéphane, tu as l'air mince à côté de Richard. Merci. Surtout à cause de ta chemise lignée. Et Richard aurait avantage à mettre des chemises lignées. Ça l'amincirait. Je vous adore tous les deux, mais j'aime mieux les formes de Stéphane. Ça se peut pas s'aimer de même. Bien, certain que je m'aime. Ça se peut pas s'aimer de même. Je peux pas savoir comment je me fais plaisir. Il fouille, mesdames et messieurs, il fouille un pile de courrier. Et là, il me fait des compliments, Ben oui, là, j'amène ça à ma blonde le soir. Je dis, regarde comment est-ce que t'es chanceuse. Bon, on va revenir un peu plus sérieux. On va prendre un courriel de Gatineau. On va prendre, c'est-à-dire un appel à Gatineau. Ginette qui est là. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Félicitations pour votre programme. Merci. C'est pas moi. Moi, je suis une grosse adepte du bingo. Ouais. Une grosse adepte du bingo. Vous allez jouer une fois par semaine? Non, je vais à peu près 3 ou 4 fois par semaine. OK. Ouais. OK? Et puis, où ce que je vois, c'est pour des bons pour les shows de charité. Oui. Puis là, ben, il y a quasiment plus de monde parce qu'on n'a plus le droit de fumer. On a le droit de 8h à 8h30. Oh, une demi-heure. Non, 8h15 à 8h30. On a 15 minutes. Puis vous en fumez combien en 15 minutes? C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire qu'on arrête de sortir les numéros pour vous permettre d'aller fumer. Oui. Puis vous en fumez combien en 15 minutes? 2. C'est bon. Ça ressemble à quelqu'un que je connais ici, là, quand ça sort du studio, là. T'es aussi addict. Oui, vous n'allez pas jouer à Kanawaki, vous êtes à Gatineau, c'est un peu loin. Non, c'est ça. Nous autres, c'est pour des œuvres de charité, mais là, il y a quasiment plus de monde qui viennent. Mais comment vous réagissez quand vous voyez une nouvelle comme celle-là? Moi, ça me frustre parce que, je sais pas, on vient enrager au bingo parce qu'on mange tout le temps. Il y a de la rage au bingo. Pour moi, on va engraisser de 10 à 20 livres sur Donc, c'est vrai que vous allez devenir une grosse joueuse. Monsieur Gendron, en passant, oui. Vous regardez tout le temps les belles filles. Bon. Puis, non, mais mon mari, il regarde tout le temps les belles filles, mais il me dit tout le temps, c'est jamais quand est-ce que tu peux venir aveugle. C'est vrai. C'est vrai que la vue baisse, j'ai remarqué. Merci, Ginette, de votre appel. À Val-d'Or, maintenant, Daniel, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi, je suis dans une réserve agrandie, dans l'Abitibi, Val-d'Or. C'est veut dire une réserve agrandie? Ouais, ben on avait le lac Simon, mais le maire a eu la brillante idée de faire venir des Autochtones là, ici, là, à Val-d'Or. Puis, il y a un monsieur Félix là, de Montréal qui avait parlé. Oui, Félix, oui. Oui, puis il disait que les Autochtones faisaient pitié, puis qu'on lui avait volé des choses, puis pauvre Yob. Il devrait peut-être venir rester ici là, pendant 1 an ou 2 ans. Il s'apercevrait qu'ils font réellement pitié, là. Parce que moi je vais vous dire, les policiers, là, les provinciales, là, le travail ici à Val-d'Or, c'est 85% des appels pour les Autochtones. Vous en avez la preuve. Donc, c'est un historique d'abus, de pauvreté qui fait que la criminalité est devenue galopante là-dedans. Moi, je suis allé à Chisasibi en passant, dans votre coin. Puis, je comprends qu'ils ont des beaux kits maintenant, là, mais je veux dire, avoir un beau kit, ça te donne pas ta dignité humaine d'un coup sec non plus. Vous savez que c'est très difficile. La dignité humaine, il devrait commencer, là, peut-être par étudier ça. Où est-ce qu'elle va l'argent vraiment? Elle va-tu vraiment aux Autochtones de base ou ben non, si elle va dans les dirigeants autochtones? Ça, c'est une bonne question. Les frais d'avocat sont très élevés. De consultant. Ça, c'est une bonne question. Ils disent que l'argent, puis ils n'osent pas parler trop fort, tu comprends? Parce que c'est ceux qui sont à la direction là, qui ont le gros pouvoir. Puis de dire, puis des fois de tempérer quand que ça brasse trop, puis de sortir quand ils disent qu'ils font pitié puis qu'ils veulent avoir de l'argent. Mais faudrait qu'ils commencent par avoir un peu de respect aussi vis-à-vis les Blancs, parce que c'est facile de brandir la pancarte puis de dire qu'on est raciste. Mais quand tu dis que tu te fais tabasser, là, parce qu'on te demande, puis c'est sérieux, là, qu'on te demande des cigarettes, que tu dis que tu n'en as pas, puis tu te fais tabasser. C'est rendu à ce point-là, là, à Val-d'Or. Vous êtes à Val-d'Or, Daniel, on a reçu un courriel de quelqu'un qui nous dit les soirs de fin de semaine, les autorités municipales barrent les rues pour qu'ils puissent se promener d'un bord à l'autre. C'est vrai, ça? Non, mais c'est parce que si les autorités municipales coopèrent, ils sont pas mieux là-dedans. Non, faut pas exagérer. Là. Il y en a qui vont un peu trop fort. Là. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est ce que le lac Simon va faire, qui est tout près de Val-d'Or. Ils veulent faire un couvre-feu de 6 heures le soir à 6 heures du matin. Seigneur, c'est raide. Pour faire quoi? 6 heures le soir. Qui va se ramasser avec les Autochtones encore plus? Chez vous. Bon, puis
dans le lac Simon, là, entre eux, là, je vous dirais que c'est effrayant parce qu'il y a des jeunes qui rentrent dans les maisons puis ils se battent entre eux autres, entre les Autochtones. Là. Ah oui, sous l'effet d'alcool, ça devient une espèce de rite. On dirait que ça... Mais tu sais, les peuples amérindiens, à l'origine, n'étaient pas comme ça. Là. On s'entend qu'ils étaient pas je sais bien. Merci, Daniel. Merci, Daniel, de votre appel. J'ai un courriel de Pierre à Sherbrooke qui dit... Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Anyway, c'est rendu que les minorités ont tous les droits. Sinon, ils braillent jusqu'à temps qu'on leur donne raison. À qui la faute? Au gouvernement. Bon, t'as bien raison. Et bonnes vacances. Bon, bonnes vacances, mon Stéphane. On se retrouve dans 3 semaines. Je vais me reposer. Moi aussi. Au revoir. Qui compte. Non, mais ce qu'elle veut, c'est un caniche ou une autre femme, dans le fond, là. Ah, je suis prête à tout faire, moi. Alors, en tout cas, on pourrait pas en dire autant de toi. Pour ces choses-là, non. Tu peux pas mijoter un bon repas, toi. Ah oui, je suis un excellent cuisinier. Oui, c'est quoi ton mets? Quel est ton mets que veux-tu avoir un couscous? Veux-tu avoir un repas italien? Un couscous pâteux? Non, des pâtes pâteuses? Écoute, j'ai déjà pris un concours avec des Marocains et j'ai gagné. Ouais? Ouais. Ah, c'est bon, parce qu'en matière de couscous, moi aussi, je suis bon, mais tout ajoute ça au IGA. Non, tout maison. Tout fait? Tout fait maison. Monseigneur Ouellet. Monseigneur Ouellet. Monseigneur Ouellet, ça c'est le cardinal Marc Ouellet à Québec. On met sa photo en page 7 du Journal de Montréal à côté du titre sur les Out Games. Et là, on arrive avec la déclaration « Le mariage gay est contre l'ordre naturel ». Comment jeter de l'huile sur le feu? Oui, puis il a dit ça à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous savez, les gens qui vont à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, s'agenouiller devant le bras de Sainte-Anne, là, vous savez, le trafic des reliques au Moyen-Âge, il y avait des bras d'animaux, des ossements de chiens, de vaches, puis le monde se prosternait devant ça. Croyez-vous sincèrement que c'est le bras de Sainte-Anne, vous, là? Il y avait 4000 fidèles, là. Il n'y a pas ce monde-là. Mais non, je ris pas d'eux autres, mais posez-vous des questions. Là. Le bras de Sainte-Anne, on s'entend que c'est pas le bras de Sainte-Anne, là. Non. Mais ça m'étonne que Monseigneur Ouellet commence à faire pression. C'est sûr qu'il y a une porte ouverte cet automne. Stephen Harper va tenir un débat sur l'opportunité de rouvrir le débat, puis ça passera pas, c'est évident. Mais Monseigneur Ouellet pourrait se mêler de ses affaires. Il pourrait peut-être s'occuper de la chasse aux pédophiles dans son église. Ça serait plus... il y aurait notre support là-dessus. Ah oui, demain, on va aller prier avec lui si vraiment il veut s'engager à les sortir. Tu sais, c'est quoi la devise? Les cacher. La devise des pédophiles au sein de l'Église catholique, tu sais quoi? C'est une phrase tirée du Nouveau Testament. Personne n'en parle, comme dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Personne ne parlait d'Auschwitz. Il y a une licence, là. Il y a une licence américaine. 30 000 réservistes, c'est pas pour faire la paix, là. Non, c'est pour faire la guerre. Ça veut dire que ça va être de plus en plus grave. C'est pour faire la guerre. La frappe va continuer, va être solide. Ça va être très solide. C'est drôle, hein, on fait un procès à Saddam Hussein qui a tué 148 chiites en 82 suite à une tentative d'assassinat. Il en a tué 148, puis il va être exécuté par les Américains avec un procès. Et pendant ce temps-là, le premier ministre israélien en tue des centaines par semaine. Et lui, il a une licence américaine. Donc, c'est un free ticket, free ride. Es-tu surpris du sondage publié ce matin concernant la popularité de Stephen Harper? Ben, j'ai pas vu de chiffres en détail, mais ça ne me surprend pas. Tu vois, au Canada, 36, sa popularité est maintenant de 36 %. Le Parti libéral est à 30 et le NPD à 17. Mais quand on regarde au Québec, il a perdu 6 points. Oui. Il y a 23 % comparativement à 29 qu'il avait. Et le Bloc québécois a gagné des points à 43 %. 5 points de gagné. Le Parti libéral est assez dans les limbes ici encore au Québec, par exemple. Donc, ça veut dire que si Michael Ignatieff réussit à prendre la chefferie au mois de décembre, ben, on risque d'avoir des surprises l'année prochaine aux élections. Peut-être que les libéraux vont être élus. Écoute, pour gagner une élection au Québec, pour gagner une élection canadienne, il faut que tu gagnes au Québec. Si tu veux gagner au Québec, ça prend quelqu'un de charismatique. Michael Ignatieff, là, mon œil. Mon œil. Ce gars-là de petite nouvelle pour toi. Il y a beaucoup de femmes qui le trouvent très séduisant, un peu comme la Trudeau-manie de l'époque, vous vous en souvenez, mesdames, comment Trudeau était beau. On va l'élire sur sa beauté. Le problème, c'est qu'en politique, l'image a plus de force souvent que le contenu. Et Michael Ignatieff, c'est un gars de contenu en plus. Beau et avec du contenu. Imagine le ravage. Oui, mais je te rappelle certains mots que tu as déjà parlé. Les parents et le système qui a fait défaut. T'accuses pas un enfant de 12 ans, qu'est-ce que ça va donner? Oui, mais je sais que cet enfant-là est meurtri depuis sa naissance, probablement. Moi, j'ai déjà eu un cas de DPJ à Verdun dont je vais taire la famille. Et pendant les témoignages, les enfants ont tous été abusés par le père. Et quand ils ont été placés en famille d'accueil, une des filles a abusé sexuellement. Tu sais-tu qui? Non. Le chien. Le chien. De la bestialité, mesdames et messieurs. Pauvre fille de 9 ans.
la petite fille, elle avait quoi? Ouais. Elle quel âge? avait 9 ans. Elle a Placée abusé. dans un foyer d'accueil. Où est la DPJ dans son rôle de soutien, de grande thérapie? Oui, mais l'enfant, c'est pas ce qu'il fait. Exactement. Dans le, Donc, dans le ça fond, donne quoi? Ça donne quoi? J'aimerais ça attirer ton attention sur la page 40 du Journal de Montréal, parce Oui. qu'on parle beaucoup des femmes d'affaires. Il y a une photo. Je veux juste que tu me dises si tu penses que toutes les femmes d'affaires ressemblent à... Non, tu peux. Non, mais Je peux-tu vous dire que cette fille-là, c'est un mannequin qui a été payé pour la photo? Là? Ben oui. Des femmes On, on essaie de nous faire croire que c'est ça, la femme d'affaires. Mais écoute le texte. C'est que la femme aujourd'hui, celle-là, ou la femme d'affaires, désire quelqu'un dans sa vie qui prendra soin d'elle, qui sera solidaire de leurs ambitions professionnelles, qui va se charger des corvées ménagères et qui va peut-être mitonner un bon souper pour qu'elle n'ait qu'à le déguster après une dure journée de travail. On parle-tu de moi là-dedans? Non. Ça a l'air d'être ma description. Ta description? Ça c'est toi, ça. Puis moi, t'es un caniche. Oui, je suis un caniche de Dans le service. fond, là, c'est un caniche de service Oui. qu'elle veut. Je prends tellement soin de ma femme que je lui ai demandé de quitter son emploi pour que je puisse m'occuper d'elle, la dorloter, assurer... T'es jamais là. Ben oui, mais c'est... Attends une minute. Voyons, non. Ça se peut-tu dire des niaiseries? Mais non. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Mesdames et messieurs, bonjour, bon vendredi matin, bonjour Stéphane. Bonjour. As-tu passé ton test? Lequel, déjà? Ben, je sais pas, le testostérone, tout le monde fait son petit pipi un peu partout maintenant. Seigneur, moi, mon taux de testostérone est élevé naturellement. Je suis comme Geneviève Janson. C'est dans mon corps. C'est dans ton corps. C'est sûrement ça qui va plaider, lui, là. Ah oui? Ben, c'est comme Lance Armstrong, là. Celui qui a gagné, quoi, 4-5 fois, là, qui a eu le cancer des testicules. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui croit que ce gars-là n'est pas dopé? Moi. Quoi? Oui, toi, c'est parce que t'en as jamais pris de la dope, c'est pour ça. Bon, écoute, Al-Qaïda. Ce matin, moi, ça me fait peur de voir qu'Al-Qaïda s'en vient derrière le Hezbollah, puis le numéro 2 qui appelle à ce qu'on appelle une frappe mondiale. Oui. C'est-à-dire que nous autres, le Canada aussi, on peut devenir une cible. Ben oui, la planète devient un immense champ de bataille selon le numéro 2 d'Al-Qaïda qui a émis un communiqué de presse hier, un médecin de formation qui est basé en Égypte. Nazie du 21e siècle, vous savez, la bande de Gaza, parce que encloisonner des gens comme ça et les laisser mourir dans leur dignité, dans leur âme et de les soumettre dans un état de pauvreté et des tuer, parce qu'on en a tué à peu près 150 depuis le 25 juin, c'est un camp de concentration. C'est un camp de concentration des temps modernes, mais pourtant, personne n'arrête le premier ministre israélien pour crime de guerre. Tu trouves pas que c'est l'histoire qui se répète? Non, c'est à son endroit. Tu parlais d'un universitaire. Oui. Puis un universitaire, un prof d'université, c'est plate. Mais je lui ai parlé et lui, il m'a confirmé que oui, il y a un déséquilibre fiscal et que oui, le Québec forme un peuple. C'est déjà bon. Ben oui, mais il n'y a pas le choix. C'est toujours mieux que Stephen Harper. Il veut gagner. Ben, il veut gagner. Ben, on peut pas y reprocher de courtiser les Québécois. Le déficit fiscal, Stephen Harper, il l'avait reconnu. Oui, mais là, ça n'a rien donné à Terre-Neuve à date. Là. Ben oui, mais il n'est pas là. Non, je le sais, mais quand même. Il tire les ficelles. Tu m'avais dit qu'il y avait un chèque d'1 milliard dans sa poche de droite. Il va le sortir à l'automne. Ah, à la veille des élections. À la rencontre de l'automne. Là, il n'est pas là. Là, il aurait pu réagir. Il n'a pas besoin de réagir. C'est vrai qu'il y a ces plages du Nouveau-Brunswick. Tu as bien raison. Une journée plus tard dans les Maritimes. Bon. Hier, il y a une nouvelle qui t'a fait sursauter. Tu m'en parlais tantôt. On lisait ça sur le fil de la presse canadienne. Une nouvelle qui concerne un enfant de 12 ans qu'on accuse d'agression sexuelle. Sur d'autres enfants de 10 ans et 11 ans. Sur d'autres enfants avec lesquels il était placé. C'est ça, et ça s'est passé dans un foyer d'accueil parce que cet enfant-là de 12 ans, imaginez donc, on parle d'un enfant, on parle pas d'un jeune homme, là. Un enfant de 12 ans qui a lui-même été abusé sexuellement dans sa famille naturelle. La DPJ le retire de son milieu pour le protéger parce qu'il y avait des motifs de compromission. On l'envoie dans un centre géré par la DPJ. Il se passe des agressions sexuelles et là, on le traduit devant un tribunal. Le procureur de la Couronne accepte de lever des accusations. Est-ce qu'on va aider ce jeune-là ou lui nuire? C'est pas en judiciarisant le dossier qu'on va l'aider. Le grand fautif là-dedans, c'est la DPJ qui n'a pas fait sa job, encore une fois. Moi, je ne comprends pas qu'on s'attaque à des enfants de 12 ans. Pas du tout. Mais, mais en même temps, les victimes ou les parents des victimes, les gens qui ont vu ça se disent, pour qu'il y ait justice, il faut que quelqu'un soit accusé s'il y a eu des abus sexuels. Non, t'accuses pas un enfant.
Tu n'accuses pas un enfant. Le grand responsable, ce sont